Et on va continuer de parler de l'Ukraine. Je vous le disais tout à l'heure, second tour de la présidentielle demain. Et selon les derniers sondages, Volodymyr Zelensky pourrait l'emporter largement. Le comédien sur qui personne ne pariait au départ est crédité de plus de 70% des voix face au président sortant, Petro Poroshenko. Mais rien n'est joué. L'Ukraine est habituée au retournement de situation. Révolution orange, Euromaïdan, ces dernières années, l'agitation politique a été forte. Agitation souvent caricaturée par une opposition entre Ukrainiens pro-européens et ceux pro-russes. Alors c'est une réalité, mais la question est plus complexe et c'est ce que vous abordez dans votre livre, hein, Pierre Lorrain, l'Ukraine, une histoire entre deux destins, qui est publié donc aux éditions Barthia. Merci à vous d'être avec nous. D'abord, quel sentiment vous avez eu quand vous avez vu ce débat presque hollywoodien hier soir entre les deux candidats de ce second tour? On s'y attendait. On s'attendait au coup bas parce qu'il est très difficile aux deux candidats de poser réellement les véritables problèmes en des termes simplement techniques, d'aller au-delà de la surface. C'est-à-dire que c'est un débat qui a été très superficiel, beaucoup de coups bas, parce que effectivement, les deux candidats reprochent chacun à son adversaire les pires turpitudes. L'un lui dit Zelensky, c'est un homme qui n'a aucune expérience, ça va être une catastrophe. Et l'autre dit, mais la catastrophe, c'est vous, Poroshenko, parce qu'en 5 ans, vous n'avez rien fait, surtout vous n'avez pas combattu la corruption qui règne même à l'intérieur de vos propres équipes et de votre propre famille. Ça a été un des thèmes principaux de cette campagne, justement, la corruption. La corruption. Oui. C'est vraiment un des problèmes majeurs de l'Ukraine aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Mais ça l'a toujours été, depuis le départ. Mais disons que en 2014, lorsque Petro Poroshenko a été élu, on pensait effectivement qu'il allait pouvoir lutter contre la corruption, qu'il allait vouloir, après l'Euromaïdan, d'autant plus qu'il avait l'assistance, l'aide de tous les pays occidentaux, depuis les États-Unis jusqu'à l'Union européenne, etc. Or, ça n'a pas été le cas. Ça a été la continuité de ce qui se passait avant. Avec aussi des événements très forts aussi. Il y a eu la Crimée. Oui, bien sûr. Notamment. Il y a aussi le Donbass, avec voilà, ce conflit qui a fait près de 13 000 morts, je crois, depuis 5 ans. La Crimée et le Donbass ont eu lieu avant l'élection de Poroshenko. C'est-à-dire que Poroshenko a été élu pour résoudre les problèmes, faire la paix, lutter contre la corruption. Et en fait, le système se révèle aussi corrompu que précédemment sous le président Yanukovych, qu'on accusait de tous les maux, etc. Et Zelensky a eu une phrase qui a fait mouche chez beaucoup d'Ukrainiens. Il a dit « L'Ukraine est le pays le plus pauvre avec le président le plus riche ». Et ça, je crois que c'est le sentiment de beaucoup d'Ukrainiens qui votent pour Zelensky justement à cause de ça. On va rappeler qui il est quand même, Volodymyr Zelensky. Il a 41 ans, oui. Il est comédien, il est très connu du public parce qu'en fait, il joue dans une série le rôle d'un professeur d'histoire qui devient par hasard président de la République. C'est incroyable quand même ce scénario qui a l'air de se répéter là dans la réalité. Alors on dit qu'il est très soutenu aussi par l'oligarque russe qui... non, il n'est pas russe, il est ukrainien, Kolomoïski. Kolomoïski était même un adversaire... D'origine russe, non, c'est ça? Non, il est ukrainien, mais... En tout cas, il dessine cette chaîne, c'est très difficile, où est diffusée donc sa série télévisée. Oui, oui. Voilà. Mais Kolomoïski, au départ, était très, très anti-russe, très pro-Poroshenko d'une certaine manière. Ils se sont divisés tous les deux, ils se sont fâchés sur des motifs d'oligarques, parce que Poroshenko, même si c'est le président, c'est tout de même un oligarque. Et depuis 2016, Kolomoïski vit en exil en Israël et c'est le pire adversaire de Poroshenko. Donc, il est normal qu'il soutienne Zelensky puisque Zelensky se propose d'être le candidat anti-système. Alors, on va écouter Volodymyr Zelensky qui s'exprimait donc hier soir lors du débat contre Petro Poroshenko. Et Volodymyr Zelensky, en fait, il dit qu'il ne va pas être de nouveau candidat s'il est élu pour ce mandat. On l'écoute. J'ai déjà annoncé que je serai élu uniquement pour un mandat. Après 5 ans, il y aura un autre président. Et je croise les doigts pour qu'aucune personne de votre entourage soit encore en politique.
Alors, il se présente vraiment comme un monsieur propre, quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé pour le pouvoir, mais par la chose publique. Pourtant, on lui reproche, notamment chez ses adversaires, un programme flou. On ne sait pas trop où il veut aller. Est-ce que c'est le cas, ça, vraiment? Programme flou, oui. Il n'a pas de programme du tout. Mais est-ce que c'est un handicap? Est-ce qu'un programme, ce n'est pas une série de promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent, comme on dit en France? Et c'est véritablement ça le problème. Zelensky il a un plan qui s'articule en 2 points. Le premier point, c'est lutter contre la corruption. Et là, son plan, il est bien établi. Il y a une vingtaine de points très précis qui font en sorte qu'effectivement, si on l'applique, l'Ukraine peut sortir de la spirale de la corruption. Et le deuxième point, c'est faire la paix dans le Donbass. Un cessez-le-feu dans le Donbass, oui. Voilà. Et ça, il a également les moyens parce qu'il a une position pragmatique. Il dit « la Russie est notre ennemi, mais pour finir une guerre, il faut négocier avec l'ennemi, donc engageons des négociations ». Et on va écouter justement Petro Poroshenko qui dit que face à Vladimir Poutine, Zelensky ne fera pas le poids. On l'écoute. Poutine rêve d'un président faible et sans expérience pour permettre au Kremlin de prendre le contrôle sur l'Ukraine. Poutine rêve d'instabilité et de chaos après cette élection présidentielle. Ce sont des accusations crédibles, ça, selon vous? Est-ce que c'est crédible ou pas? Est-ce que Zelensky a le poids face à Poutine? Poutine est un vieux renard qui est là depuis 19 ans, qui connaît toutes les ficelles des relations internationales, mais Poutine a également besoin d'une chose, c'est en gros d'échanger une sorte de statu quo international sur la Crimée, c'est-à-dire on efface la Crimée, les Occidentaux ne reconnaissent pas leur attachement, peu importe, mais ils n'en parlent plus. Oui, parce qu'il faut bien rappeler qu'entre les Occidentaux et les Russes, ça a été un point de désaccord. C'est le point de désaccord majeur avec le Donbass. Et il échange cette sorte de reconnaissance qui n'en est pas une contre la pacification dans le Donbass. Et ça, c'est relativement simple à faire, à condition que la partie ukrainienne soit disposée à négocier, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. En particulier à des accords qui ont été signés à Minsk en 2015, qui prévoyaient un certain nombre d'étapes. Les étapes n'ont pas été remplies parce que chaque partie accusait l'autre de ne pas les respecter, de ne pas respecter le calendrier et autres. Si aujourd'hui on retourne à la table des négociations dans le format de Normandie ou un autre format, je rappelle que le format de Normandie, c'est l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne comme observateurs, comme facilitateurs. Là, on peut peut-être, s'il y a réellement une volonté ukrainienne d'appliquer la partie politique des accords de Minsk, il est vraisemblable que les autonomistes du Donbass fassent également un pas dans le sens de la pacification. On risque d'arriver réellement à quelque chose. Alors, on va revenir aussi sur cette analyse, qui est peut-être aussi une caricature, qui dit que l'Ukraine est souvent partagée entre ses pro-russes et ses pro-européens, notamment depuis son indépendance en 1991. Vous avez écrit ce livre, je le disais tout à l'heure, l'Ukraine, une histoire entre 2 destins. Alors là, ce serait peut-être le destin européen ou le destin russe, mais en fait, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit que l'Ukraine a toujours été partagée entre plusieurs peuples, plusieurs religions aussi, souvent 2 destins. Vous revenez aux racines historiques peut-être pour expliquer la situation actuelle. Lorsque j'ai commencé à écrire, je voulais montrer ce qui se passait en Ukraine au moment de l'Euromaïdan, un peu avant, quelle avait été l'histoire récente de l'Ukraine, et je me suis rendu compte que l'on ne pouvait pas comprendre si l'on ne remontait pas dans le passé. Et quand on remonte dans le passé, le problème, c'est qu'on ne peut pas définir une date. Donc, je suis allé le plus loin possible et j'ai déroulé l'aventure de l'Ukraine, parce que c'est une aventure. Depuis les Varegs et les Slaves. Depuis les Varegs, les Slaves, mais également les invasions mongoles, les Russes et les Polonais, peuples, bien sûr. Bien sûr. Le partage de la Pologne qui a coupé également l'Ukraine en 2. Pour être très clair, je vous interromps, mais on a vraiment l'impression que l'histoire de l'Ukraine, c'est celle d'un éternel écartèlement, un éternel tiraillement. Je crois que vous l'écrivez comme ça d'ailleurs à un moment. Absolument, c'est exactement cela. En fait, c'est la steppe ouverte aux invasions. Alors il y a des invasions positives qui amènent de la paix, qui amènent du commerce, les Romains par exemple.
les Khazars. Il y a des invasions négatives qui détruisent tout sur leur passage. Et puis, il y a l'édification d'un empire, on peut l'appeler ainsi, à partir des Varegs et des Slaves, qui créent un royaume qui, à l'origine, s'appelle la Rousse. Les terres de la Rousse s'étendent jusqu'à Moscou et au-delà. Moscou n'existait pas à l'époque où la Rousse a été créée, mais ça devient un centre très important. Mais c'est aussi un carrefour, hein, c'est vrai, entre cet Occident et cet Orient. Absolument. L'Ukraine, c'est peut-être pour ça aussi que c'est si compliqué. Oui, hein, mais toutes les voies de commerce passaient par l'Ukraine, par Kiev, par le Dniepr, par les voies, la steppe, de l'Est à l'Ouest, du Nord vers le Sud. C'est une histoire incroyable, en tout cas, celle Oui. de l'Ukraine, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. Une Ukraine indépendante, c'est la dernière question. Oui. Une Ukraine qui serait une nation. Vous faites, hein, vous rappelez les définitions de certains, Ernest Renan notamment, sur ce que doit être une nation. Est-ce que c'est possible, pour vous, un jour? Bien sûr que c'est possible, mais à la seule condition que l'on voit les enjeux. S'il s'agit de faire, en quelques années, la France, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la France s'est faite sur la négation des particularismes des provinces, des régions. On a établi une nation française par la violence. C'est ce que vous rappelez, oui. En Ukraine, on peut trouver d'autres exemples qui peuvent marcher. Il y a de nombreux États européens qui sont fédéraux ou qui sont confédéraux, ou dont certaines régions bénéficient d'une large autonomie. Eh bien, je crois que c'est vers cet exemple-là que les Ukrainiens doivent s'orienter de manière à ne léser personne. Merci Pierre Laurin d'avoir donné des pistes peut-être aux vainqueurs de la présidentielle. Le second tour en Ukraine, c'est donc demain. Et je rappelle que votre livre, L'Ukraine, une histoire entre deux destins, est édité donc aux éditions Bartilla. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.